Première civilisation 7. Aujourd'hui, notre voyage virtuel, ça va être en Inde. On avait déjà parlé de la vallée de l'Indus d'Allée, première, 4 premiers foyers de sédentarisation, dans les foyers de sédentarisation. Alors, avant de parler de l'Inde, une petite précision géographique. L'Asie est un continent énorme, le plus grand de tous les continents. D'accord? Et je me souviens un jour, par exemple, petite anecdote, que dans un groupe de personnes, quelqu'un a posé la question, qui d'entre vous est asiatique? Une fille lève la main et dit, moi je suis asiatique. Tout le monde la regarde et ne la croit pas. D'accord? Elle ne semblait pas du tout. Et puis elle insiste, oui, je suis asiatique parce que je suis né au Liban. Est-ce que le Liban, c'est en Asie? Donc, elle a raison. Mais qu'est-ce qui a suscité l'étonnement des autres? Parce que quand on dit asiatique, on pense vraiment à ce qui est la partie orientale, l'extrême orient. D'accord? Et donc la Chine, le Japon, la Mongole, la Corée, le Vietnam. D'accord? Alors que, vous savez, l'Asie est un continent énorme. C'est pour ça que, d'un point de vue géographique, on le divise. Normalement, il n'y a pas... C'est pas une façon vraiment conventionnelle, mais normalement, ceux qui parlent de l'Asie le divisent en plusieurs sous-continents. Par exemple, le Liban, évidemment, est plus proche de l'Europe, d'accord. Le Liban et la région là où il y a la Syrie, l'Arabie, on dirait que c'est le Moyen-Orient. Certains l'appellent aussi le Proche-Orient, d'accord. Une autre grande partie, c'est la Sibérie, toute la partie nord. Vous savez, ici, c'est la Sibérie, la Russie européenne, puis il y a une chaîne de montagnes, les Urals, et tout ce qui est là, c'est la Sibérie. La Sibérie n'est qu'une province, une région de la Russie. Pourtant, elle est énorme, 10 millions de kilomètres carrés. Le Canada fait 9 millions, on n'arrive pas à 10 millions, 9 millions de kilomètres carrés. Et c'est le deuxième plus grand pays au monde, le Canada. Seulement, la Sibérie est plus grande que tout le Canada, qui est énorme, le Canada. Hein? Et puis, très peu habité, mais une zone riche d'arbres, de ressources naturelles, évidemment le bois, des minéraux, du pétrole, du gaz, d'accord. Puis, il y a la Chine et le Japon, qu'on pourrait l'appeler l'extrême-orient. Et ce dont nous avons parlé aujourd'hui, on l'appelle les sous-continents indiens. Alors, quand je dis l'Inde dans l'Antiquité, c'est plus grand de ce que le pays de l'Inde d'aujourd'hui. Mais il y a ce qu'aujourd'hui c'est le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, l'île de Sri Lanka, d'accord? Tout ceci, on l'appelle le sous-continent indien. Okay? On parlera de ceci. Quand on a parlé, par exemple, de la vallée de l'Indus, c'était au Bangladesh aujourd'hui, mais c'est le sous-continent indien. Alors que, comme vous voyez, le cours d'aujourd'hui, comme le dernier, est divisé en deux volets, deux parties. Toujours en Inde, mais deux civilisations à deux moments différents. Une, c'est la civilisation du fleuve Indus, celle dont nous avons parlé comme foyer de sédentarisation, et le fleuve Indus, c'est ici. Mais plus tard, cette civilisation-là disparaît. En 2000 avant Jésus-Christ, après quelques siècles d'épanouissement, cette civilisation disparaît mystérieusement. On ne le sait pas. Et en effet, c'est seulement au XXe siècle que les fouilles nous ont reporté à la lumière, les fouilles archéologiques ont reporté à la lumière cette civilisation-là, de laquelle, pendant des millénaires, on ignorait même l'existence. D'accord? Et par contre, quelques siècles plus tard, on voit l'apparition d'une nouvelle civilisation sur un autre fleuve, que c'est le Gange. Gange, ici c'est écrit Ganga, mais en français c'est le Gange. Et la civilisation du Gange est en ligne de continuité avec le peuple indien, la civilisation indienne, on peut appeler civilisation indienne, présente aujourd'hui. D'accord? Donc vous avez compris, c'est deux moments différents et deux lieux différents. Alors que on regardera quelques images, nous aideront à comprendre
dans le manuel après l'explication. Or que 2500, avec l'aide du fleuve Indus, devient une civilisation. Société tellement complexe qu'on peut appeler civilisation. Or qu'on en parlera tantôt, malgré le fait qu'ils avaient développé une écriture, pour nous c'est une civilisation préhistorique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès à leur écriture. Donc on n'est pas capable de la lire, c'est indéchiffré. Donc les seules choses qui nous informent, ce sont les fouilles archéologiques, les traces surtout des murs et quelques objets qu'ils ont laissés. Les rois. Or, ceux qui étudient cette civilisation disent qu'il devait y avoir des personnes qui avaient un très grand pouvoir. On voit ceci grâce aux œuvres qu'ils ont réalisées, aux édifices monumentaux. Et ils construisaient des grands édifices qui avaient la fonction d'entreposer, d'accord, des graines, ou du blé, ou du riz. Et donc, une autre chose qu'on sait qu'ils cultivaient déjà ces deux types de céréales. Deuxième mot-clé, urbanisme. Qu'est-ce que ça veut dire urbanisme? Qui le sait? Yaya. L'urbanisme, c'est l'avancement dans les maisons et les habitations. Oui, ça va, ta définition? Les villes, l'apparition des villes. Le développement des villes. Alors, il y a un mot latin qui ça veut dire que c'était urbs. Urbs. Hein? Urbs en latin, ça veut dire ville. Ville. Et en effet, si vous y pensez, en français, il y a des termes qui viennent de celui-là, comme urbanisme, comme transport urbain. Qu'est-ce que ça veut dire transport urbain? Oui, Mathis. Vous allez passer à l'urbanisme, je crois, que ville roi. Oh, oui, je l'ai dit, c'était court. Alors, urbanisme, qu'est-ce que c'est un transport urbain? Oui, les autobus. Hein? Par exemple, prenez le mot autobus. Si vous y pensez, il y a deux types d'autobus. Il y a les autobus qui font de longues distances. En ce moment de pandémie, c'est un des secteurs qui vit une crise profonde parce que les gens n'aiment pas voyager en autobus, c'est trop de risques d'infection. Les autobus qui ont tous les sièges à deux, avec un corridor au milieu, un après de l'autre. Hein? Et puis, il y a les autobus urbains, les autobus en ville, où il y a peu de sièges et tout le monde s'attaque. Se maintient à la barre. Non? Urbain, ça veut dire que ville. Urbanisme, urbanisation, le développement des villes. Or, une des caractéristiques de cette ancienne civilisation, c'était qu'il y avait beaucoup de villes, grandes villes, des villes bien développées. Donc, où l'urbanisme était très présent. D'autres civilisations avaient des villages et peu de villes. Ici, par contre, en 2500 avant Jésus-Christ, il y avait des villes grandes pour cette époque-là. En effet, les traces que ces villes nous ont laissées, ce sont des grandes maisons, des boutiques qu'on reconnaît même certaines avec des enseignes, des puits. Ils creusaient beaucoup de puits, donc ils avaient accès à l'eau. On reconnaît des piscines, imaginez-vous, des piscines. Et surtout, ils avaient déjà mis en place une infrastructure qui est essentielle, qui est dans toutes nos villes modernes, qui est essentielle. D'accord? C'est la première fois qu'on voit ce type de service, ce type infrastructure s'appelle. Ça peut bien être lequel? Une infrastructure qu'on ne voit pas, mais qui est très nécessaire. Ça va? Canalisation de quoi? Les égouts. Oh, okay. Les égouts. Hein? Imaginez comment vos villes, nos villes seraient, comment notre ville, ça serait sans les égouts. On serait littéralement dans la... Alors, urbanisme. Donc, ils avaient des puits et ils avaient des égouts. Je vais répondre à quelques questions. Yaya. Pour les bois, comment on appelait ce qui contenait les des silos, des édifices de stockage, des entrepôts. Et pour l'urbanisme, vous avez dit, on a trouvé
dans les ruines des piscines, des infrastructures, des égouts et quoi d'autre? Des boutiques et des grandes maisons. James, C'était quoi les deux infrastructures? les égouts et les puits. Alors que Harappa, le plus grand site archéologique qu'on a de cette civilisation est Harappa, une ville qui s'appelle Harappa. On ne sait pas comment il l'appelait à l'époque. D'accord? Que la ville la plus voisine qui se trouve là aujourd'hui s'appelle Harappa. Donc le site archéologique, on lui a donné le même nom. Et les anciens ne l'appelaient pas comme ça, on ne sait pas comment. Donc à Harappa, on peut estimer qu'il y avait une population de 40 000 habitants. Et 40 000 habitants, c'est vraiment beaucoup, c'est une énorme. Il y a 45 siècles, une grande ville. Dans d'autres civilisations, on n'arrivait pas au même moment, on n'arrivait pas au même nombre d'habitants. Dans la ville d'Harappa, on a trouvé beaucoup d'inscriptions sur de l'argile, des incisions des inscriptions sculptées sur le mur. On a trouvé des armes. On peut constater qu'ils maîtrisaient la métallurgie, utilisaient plusieurs formes de métaux pour leurs outils et pour leurs contenants. Beaucoup de dépôts, donc une ville riche, bien développée. D'accord? L'écriture. Ok, on voit plusieurs inscriptions dans cette ville-là. Sur des dépôts, sur des tablettes d'argile, sur les murs. C'est une écriture, la seule chose que nous pouvons dire, c'est une écriture faite de pictogrammes. En effet, on voit souvent un signe, le dessin d'un poisson, avec beaucoup de variations qui se répètent. Des épées, des barres, d'autres éléments. Mais ces pictogrammes, évidemment, sont devenus des idéogrammes. Et donc, le problème de cette écriture-là, c'est qu'elle est indéchiffrée. On n'est pas capable de la lire. On va voir quelques photos d'un manuel à la fin de l'explication. Question. Arine. La ville d'Harappa a Combien d'habitants? 40 000. Cecilia. Quand on était avec des chenilles, des métallurgies et quoi d'autre? Des armes, des pots, des maisons. Yaya. Est-ce qu'on a découvert des traces? C'était écrit. Alors, avant de lever la main, essayez de bien formuler la question. D'accord? Alors, deuxième volet, la civilisation du fleuve Gange, à partir de 1500 avant Jésus-Christ. Ok. Une chose qu'on va dire tout de suite sur l'Inde, c'est que l'Inde, c'est une société stable, la plus stable de toutes les civilisations de notre histoire, de l'histoire du monde. L'Inde n'a pas beaucoup aimé les changements. C'est une société fixe, avec très peu de variations pendant les siècles. Au moins jusqu'à l'arrivée et la prise de possession des Britanniques au XIXe siècle. Ok, la plus grande, on va dire quelques caractéristiques de l'Inde ancienne qui arrivent jusqu'à nos jours. La première chose est, le mot-clé, hiérarchie sociale héréditaire. Ok, cette hiérarchie sociale est faite de certains composants qu'ils appellent castes. Les castes. L'organisation sociale en Inde, depuis l'origine, est basée sur les castes. Qu'est-ce qu'une caste? Une caste est une classe sociale fermée. D'accord? Une classe sociale fermée. Nous avons déjà, si on fait une comparaison avec ce que nous avons dit de Babylone, là, les classes sociales étaient ouvertes. Le fils d'un menuisier, s'il a les capacités, si quelqu'un finance ses études, peut devenir scribe. C'est très prestigieux d'être scribe. Mais le fils d'un scribe, lui, peut devenir éleveur. Le fils d'un éleveur peut devenir agriculteur. Et, comprenez-vous, comme par exemple, vos parents exercent une profession, mais très peu d'entre vous vont exercer la même profession de votre père ou de votre mère.
Vous allez choisir quelque chose qui vous intéresse, vous motive, d'accord? Par contre, en Inde, historiquement, les classes sociales sont fermées. Mon arrière-grand-père était menuisier, mon grand-père était menuisier, mon père menuisier, moi menuisier, mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, tous menuisiers. Peut-être une petite variation, quelqu'un devient charpentier, mais pas plus que ça. D'accord? Alors que vous comprenez, ce sont des classes sociales fermées. On n'échange pas. Et les gens appartiennent à cette classe sociale-là. C'est vraiment comme son milieu social. Il peut y avoir des échanges, des commerciaux entre les autres, mais la plupart des relations sociales, d'amitié, surtout le mariage, ça s'est fait à l'intérieur de sa propre caste. D'accord? Et ces castes-là ont une hiérarchie. Il y a celles qui comptent plus et celles qui comptent moins. On va voir en bref ces castes-là. Ce sont ceux qui ont le pouvoir, et puis le pouvoir politique est uni au pouvoir religieux, les prêtres et les fonctionnaires. Et ceux qui ont le pouvoir, qui exercent le pouvoir. Une autre classe sociale privilégiée, en haut, ce sont les guerriers et les militaires. Puis on a comme une sorte de classe moyenne, qui c'est toujours les artisans et les marchands. Et puis, comme toujours, 90%, ce sont des paysans. Paysans et éleveurs. Éleveurs qui n'élèvent pas les vaches, les bovins, aux autres. Hein. Donc, et les paysans. Non, il n'y a pas d'esclaves. Mais il y a pire que les esclaves. Il y a certaines personnes qui sont pires que les esclaves. Et vous allez me demander, qu'est-ce qui peut avoir pire que les esclaves? Qui? Razia. Razia. Oui? Oui? Qui est sacrifié? Eh bien, ça pourrait avoir. Alors, ceux qui sont vraiment en dehors de tout ce système, on les appelle les parias. D'accord? Les parias, ce sont les déchus, ou les enfants, les descendants des déchus. Imaginons un guerrier qui, à un moment donné, trahit son armée, et va passer des informations à l'ennemi, et ça cause la défaite dans une bataille. Or, bien, les autres jugent que ceci est quelque chose de terrible et vont l'exclure de leur armée, de leur groupe, de leur classe sociale. Lui, il n'appartient plus à aucune de ces castes-là. C'est un paria, un déchu. D'accord? Ok, les parias, pourquoi je dis qu'ils sont pires que les esclaves? Parce que les esclaves appartenaient à un maître, et le maître des esclaves devait les loger, les devait nourrir, et certains pays avaient aussi même des règles de respect. Tu pouvais exploiter un esclave, mais jusqu'à un certain point, d'accord? Donc l'esclave avait un rôle social. L'esclave pouvait avoir une famille, pouvait avoir des enfants, avec d'autres esclaves, d'accord? Un esclave faisait un travail. Certains esclaves à Rome pouvaient même posséder de l'argent, d'accord, acheter ses propres objets, faire des achats, d'accord? Ils étaient exploités. Mais l'esclave avait une fonction sociale. Par contre, le paria, personne ne le veut. Le paria, c'est vraiment interdit aux gens des castes d'avoir des relations avec le paria. Le paria est exclu. Il devient à l'intérieur de la société comme une sorte de fantôme. Il existe, il va mendier de la nourriture, il va fouiller dans les ordures pour avoir quelque chose à manger, offre le travail pour quelques étrangers, fait les travaux les plus ignobles qui lui restent, il arrive plus ou moins à survivre, quelqu'un arrive à avoir une petite maison, mais il peut jouer aucun rôle social important. Et vraiment, c'est éloigné comme quelqu'un qui a une maladie terrible, d'accord, qu'il faut se garder à distance, les distances avec lui. C'est les parias, on les appelle aussi les intouchables, d'accord?
Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Mère Teresa de Calcutta, non? Cette religieuse qui était prix Nobel de la paix, devenue reconnue comme une des plus grandes philologues, des gens qui ont aidé l'humanité. Bien. Et Mère Teresa de Calcutta était une religieuse qui enseignait dans une école à Calcutta dans les années 40, 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Et en se promenant dans la ville, il voyait ces gens qui dormaient sur les trottoirs, qui étaient abandonnés, qui fouillaient dans les poubelles, d'accord, qui étaient les parias. Et alors, quand il a vu quelques parias qui vraiment étaient malades, abandonnés, puis mouraient seuls, etc., elle a commencé à les aider, à s'occuper des autres, à les soigner, à les alimenter, d'accord, au point que ceci est devenu son choix de vie. D'accord, choix de vie, il a laissé son rôle d'enseignante pour être une personne qui s'occupait des parias. Et puis, certains de ses élèves, c'était une école de filles, l'ont suivi, il a fondé une congrégation religieuse qui encore aujourd'hui existe et qui va toujours dans les villes, dans les quartiers les plus pauvres, pour assister les plus pauvres, les plus démunis. Ces soeurs-là à Montréal existent, sont dans les quartiers Hochelaga, Maisonneuve, qui sont les quartiers les plus pauvres, d'accord. Et il y a quelques années, j'avais organisé du service communautaire avec 4 élèves, ceux qui rentraient dans mon auto, après une journée d'école, une fois par semaine, on allait là, on passait 1 heure et demie, parce que ce que les gens faisaient, c'était aussi de l'aide aux devoirs. Certains avaient une situation familiale très difficile, et nous, on faisait des aides aux devoirs, on collaborait avec ces sœurs pour cette œuvre de charité, où on les aidait dans la cuisine. Mathis. Mais les parias, c'était pas en Inde. En Inde, oui, en Inde, mais... Hein? Si c'est en Inde, ça veut dire que Mère Teresa était indienne. Elle était albanaise, mais elle était en mission en Inde. Elle vivait et travaillait en Inde. D'accord. Elle était pratiquement devenue indienne. D'accord. Oui. Est-ce que les castes, c'est un système ou c'est comment dire, est-ce qu'on dit le système du caste ou... C'est une organisation sociale faite par des classes sociales fermées. Or, aujourd'hui, d'un point de vue légal, en Inde, les castes n'existent plus. Le Parlement a fait des lois qui abolissent les... Donc, s'il s'agit d'un poste de fonctionnaire, comme le travail ou dans le commerce, il y a une certaine mobilité, d'accord. Cependant, dans la mentalité des gens, on me témoigne certains amis qui viennent de l'Inde, les castes existent toujours, d'accord. Normalement, on établit des relations avec les gens de la même caste, et ça existe surtout quand il s'agit de célébrer des mariages, d'accord. Les gens n'acceptent pas que leur fils ou leur fille se marie avec quelqu'un qui est d'une caste inférieure. On considère que c'est comme une dégradation. Et je me souviens, il y a des années désormais, j'avais rencontré une fille qui m'avait raconté comment elle avait eu du trouble parce qu'elle avait refusé de marier un homme qui vivait, sa famille avait émigré au Canada, à Montréal, mais ses parents voulaient qu'elle se marie avec un homme pour un mariage concordé par les familles, et cet homme-là vivait en Inde. Elle s'est refusée de faire celui-ci pour se marier avec, par contre, la personne qu'elle aimait. D'accord. Mais ceci avait causé énormément de troubles à l'intérieur de sa famille. Comprenez-vous? C'était difficilement accepté. Et plus tard que l'Inde, au XIXe siècle, a été colonisée par les Britanniques, mais les Britanniques ont pris un contrôle commercial du pays, militaire et commercial, mais l'Inde était quand même une grande civilisation. Ce n'est pas un peuple où il y avait des petites sociétés primordiales, non. Et donc, ils ont toujours respecté aussi les traditions indiennes. Oui. Enfin, ils n'ont pas encore eu leur indépendance, d'accord? Non, ils l'ont eu. Je vais mentionner tantôt. Les femmes, d'accord. Nos cours d'histoire veulent toujours qu'on explique quel est le rôle des femmes dans la société. Or que les femmes, dans une société indienne traditionnelle,
leur vie est considérée comme une sorte de support, une sorte d'extension de la vie de leur époux, de leur mari. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de rôle social important, mais toujours, comment dire, dans le champ d'action du mari. Par exemple, l'Inde, c'est un des premiers pays à avoir un président qui était une femme, depuis déjà les années 50, la célèbre Indira Gandhi. Mais comment ça qu'Indira Gandhi est devenue présidente? Parce qu'avant elle, le président, c'était son mari, un grand héros, un grand modèle du pacifisme, le Mahatma Gandhi, un homme qui, d'une philosophie extrêmement de paix, philanthrope, et qui avait organisé la révolution, qui avait avait obtenu l'indépendance des Britanniques, avec une lutte pacifique, sans armes. D'accord? Et il avait obtenu, et il est devenu le premier président de l'Inde. Quand le Mahatma Gandhi est décédé, la femme s'est présentée aux élections, on va avoir des élections, elle est devenue, elle, présidente. Et puis toute la famille, c'était comme une sorte de dynastie électorale. Hein? D'accord? Donc, on va dire. Or que cette subordination des femmes aux hommes était tellement profonde que dans une Inde traditionnelle, les veuves devaient suivre leur mari dans l'au-delà. Et donc, on les appelait les sati. Les sati. D'accord? Et donc, cette femme-là était destinée au bûcher. D'accord? Elle mourait étouffée, de la fumée, et puis leur corps était brûlé, parce qu'elle devait suivre leur mari. Bon, on a dit que les Britanniques étaient assez respectueux des traditions des Indiens, mais celui-là était trop. Il n'était pas capable. Ils l'ont interdit. D'accord? C'est terminé au XIXe siècle avec l'intervention des Britanniques. Quelque chose, en parlant de l'Inde, on peut dire quelque chose sur les religions orientales. Où est-elle passée les faces? Elle est là. Les religions orientales. Vous avez l'Inde, c'est un endroit plein de spiritualité. Tout est sacré en Inde. Hein? Encore aujourd'hui, c'est probablement le peuple le plus religieux du monde, dans toute la variété de leurs expressions religieuses. En Inde, l'Inde a été l'origine, le berceau de deux grandes religions, de deux grandes traditions religieuses. Un, c'est l'hindouisme, et l'autre, c'est le bouddhisme. Le Bouddha est un Indien. D'accord? Le bouddhisme s'est répandu aussi en Chine, dans d'autres pays de l'Extrême-Orient. Or, qu'est-ce qu'on va dire? On a rappelé tantôt ce qui est le polythéisme. Le polythéisme, c'est une religion qui fait un culte à plusieurs dieux et déesses. D'accord? Et on a dit que le contraire du polythéisme, c'est le monothéisme. Les religions les plus pratiquées en Occident, christianisme, islam, judaïsme, surtout, sont des religions monothéistes. Dieu, il faut le dire majuscule parce qu'ils sont le seul et unique Dieu. D'accord? Et par contre, en Orient, c'est le même désir spirituel de connaître un sens des choses au-delà, mais c'est développé d'une façon différente. Alors que, disons que l'hindouisme et le bouddhisme, c'est comme le judaïsme et le christianisme. Le bouddhisme vient de l'hindouisme, il y a comme un lien entre les deux. Mais si on va prendre l'hindouisme en même temps polythéiste, parce qu'il y a plein de divinités, l'hindouisme est polythéiste. Près de chez nous, il y a un temple hindouiste, ils font des fêtes, des célébrations, on peut rentrer, on peut voir, magnifique, plein de décorations, des statues, d'encens, d'accord, plus décorées, je ne sais pas, d'une église baroque. Les églises baroques, ce sont les plus décorées. Non? Plus décorées que d'une église catholique baroque, tellement il y a des cultes et des dévotions. Cependant, dans l'hindouisme,
toutes ces divinités-là ne sont que la manifestation d'un esprit divin originaire, hein, qu'on appelle le Brahma. Donc, si dans la pratique ils sont polythéistes, dans la théorie ils sont aussi monothéistes. Comprenez-vous? Plusieurs divinités, mais toutes ont une origine commune. Toutes ces divinités-là sont l'expression du Brahma. Puis, c'est plus compliqué que ça, mais il faut faire les choses courtes. Donc, mais ce Brahma-là, d'accord, cet esprit divin, et c'est la même conception du bouddhiste. Le bouddhisme n'a pas le polythéisme, d'accord? C'est une divinité impersonnelle. Impersonnelle. Et dans la tradition monothéiste, judaïsme, christianisme, hébraïsme, la prière a une place très importante. Non? Qu'est-ce que c'est la prière? Parler avec Dieu. Rentrer en contact, dire, formuler des pensées, les diriger à Dieu, et puis, par un sens spécial que seulement les croyants ont, on comprend que Dieu nous parle. D'accord? Dieu, c'est un tu, une autre personne, dans laquelle nous rentrons en relation. D'accord? Pour ces traditions-là, par contre, cette divinité-là n'est pas une personne. C'est un esprit impersonnel, profond, fascinant. Un peu comme la mer. D'accord? La mer est grandiose, infinie, immense. Pas infinie, mais immense. D'accord? Et de la mer sort l'eau, s'évapore l'eau que les nuages transportent. Et puis l'eau tombe. Hein, imaginez, l'eau donne la vie aux plantes, aux petits insectes, à ceux qui se nourrissent des plantes, des animaux, aux humains. Et puis cette eau-là s'en va, retourne dans le cycle. D'accord? Donc c'est un peu comme l'eau qui fait vivre. Et l'idée c'est, qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme c'est comme une goutte d'eau qui quand la personne meurt, retourne dans la mer. Comprenez-vous? Donc cette expression-là, de cette divinité non personne, hein, okay, on l'appelle le panthéisme. Donc les religions, si vous comprenez juste la moitié de ce que je vous dis, c'est bien, c'est correct, parce que c'est complexe. Donc le panthéisme, donc ce type de religion orientale-là, on peut le définir panthéisme. Théisme, ça veut dire divinité. Pan, c'est un mot grec qui veut dire que le préfixe, ça veut dire tout. Que tout est Dieu. Tout est dans la divinité. D'accord? Juste pour avoir une idée.